Nathalie Desraspes est connue pour ses qualités de journaliste, mais comment résumer cette touche-à-tout dont le talent est autant confirmé? On la rencontre à la flûte dans un jam session chez des amis et la voilà qui fait 20 000 kilomètres en bateau-stop. Elle nous raconte cette épopée et bien plus d'autres projets dans cet épisode de En mission sur Terre. Nathalie Desraspes, bonjour. Bonjour, Laurence. Ça va bien? Ça va très, très bien. Je suis ravie d'être là. D'accord. Et dans les Laurentides, il fait beau ces temps-ci? Il fait magnifiquement beau. Oui. C'est les dernières... D'abord dans le cœur. Pardon? D'abord dans le cœur. Dans le cœur, c'est là que ça se passe, oui. D'ailleurs, Oui. on attribue tellement de paroles à Einstein, mais il paraît qu'il a dit trouvez-vous que le monde dans lequel vous vivez est accueillant? Et puis, de là, de la réponse, tout dépend de ta vie au complet. Alors, ça commence Ouais. bien. Alors, Nathalie, c'est ça, on te connaît bien comme journaliste. Ça, t'as une belle carrière derrière toi. On va en parler un peu. Mais avant ça, j'aimerais ça savoir, t'es qui? Tu viens d'où? T'es né... En fait, je Au suis née Québec? à Montréal, mais oui, je suis née à Montréal, mais d'une famille de Madino. Donc, j'ai jamais. Ma mère m'a toujours défendu de dire que je venais de Montréal. Fait que vous êtes des importés, finalement, quasiment. On est des exilés, on va dire des exilés. Ouais. Et très tristes de l'être. En fait, mon père a toujours été très aigri d'avoir dû quitter ces belles îles et je pense qu'il a senti qu'il avait fait une erreur à un moment donné dans sa vie et puis il y a eu des répercussions qui n'étaient pas à son avantage, on va le dire comme ça. Mais ma mère, elle, c'est une femme qui aimait la vie, qui a son côté... je la regardais quand j'étais enfant, puis je me disais, bon Dieu, qu'elle ressemble à une Indienne, mais j'ai appris beaucoup, beaucoup plus tard, et en fait, il y a quelques années seulement, qu'effectivement, on a du Micmac de son côté, c'est pur Micmac, en fait. Donc, c'est des racines autochtones, et qui se sentait, là, parce que c'était ça. Sincèrement, aujourd'hui, j'analyse toute sa façon de voir la vie quand elle est décédée maintenant, mais elle avait une approche... très sereine, mais surtout était terriblement grandée, ma mère. Vraiment, vraiment, très, très près de... Pour elle, les maquillages, elle trouvait ça superflu. Elle, c'était vraiment l'essentiel. Puis le partage, elle était bien quand elle donnait, quand elle partageait, quand elle cuisinait pour sa tribu. C'est vraiment une femme de tribu. D'ailleurs, elle a eu 10 enfants, ce qui n'est pas rien. Et c'est ça, c'est un héritage franchement exceptionnel. Dur, là, mais en tout cas pour moi, ça a été dur parce que j'étais une hypersensible, mais elle faisait pas de quartier, mais c'est quand même mon maître guide. C'est donc dans ma vie. C'était une mentalité, disons que c'était une mère qui était un peu différente de tes amis. Ah ben, c'était complètement. Puis déjà, de toute manière, moi, elle m'a eu à 40 ans, donc tous mes amis, les peu que j'avais, de toute manière, mais ils cherchaient ma mère quand, pour les rares personnes qui rentraient à la maison, parce que chez nous, il n'y avait que des Madinos qui nous fréquentaient. Et puis on disait, ma mère, elle parlait des voisins à côté, elle disait, ils sont gentils, les Canadiens qui habitent à côté. Fait qu'on était aux îles de la Madeleine, en territoire madino, sur la rue Fletcher, dans l'île de Montréal. Sur la rue Fletcher, OK. Ça, c'est où? C'est quel quartier? C'est C'est dans Tétroville. Je connais. Je connais, il y a Daniel Brouillet qui vient de Tétroville. C'est métro Honoré-Beaugrand, pas loin de là. Oh oui, c'est ça, c'est dans c'est l'est banlieusard, les blocs appartements. C'est les raffineries de Montréal quand on mange du melon douce à Galerie le soir, un peu avant 7 heures, parce qu'à 7 heures, c'est le bonhomme 7 heures qui passe, fait qu'il faut rentrer avant 7 heures. Donc, on est à cette époque-là de Montréal, qui était un peu le Montréal de Michel Rivard, en réalité. Moi, je me suis beaucoup retrouvée quand j'ai entendu les premières chansons de Michel de Beaudommage, puis c'était Tous les palmiers, là, qui était la première chanson qui est sortie. Et puis, je m'en allais chez une amie, retrouver une amie, puis j'ai dit ça, cette chanson-là, ça va devenir un succès.
Oui, très, très belle. Mais d'ailleurs, ça nous amène à un sujet, la musique est rentrée dans ta vie. Ma musique a toujours fait partie de ma vie. Moi, j'ai grandi dans la musique comme tous les Madinos. Il y avait toujours, dans toutes les fêtes, toujours le violon, la guitare, des soirées à pu finir jusqu'à 5 heures du matin, avec toujours de la musique. Mais toi, toujours. De la musique en direct, pas des disques. Non, mais toi, tu as commencé à jouer. Ben moi, j'ai commencé à jouer. C'est drôle parce que, bon, tout le monde chez nous, tu vois, j'avais ma soeur, la plus vieille de la famille, a chanté dans les Mirabelles. Elle a même fait un spectacle à la Place des Arts. Et mon frère, un de mes frères, a dansé, lui, du folklore dans les Feux Follets. Et il est aussi allé à la Place des Arts en spectacle. Et puis après, il y avait mon frère Jean-Guy qui est devenu la vedette avec la majuscule de la famille parce que lui, il avait remporté le concours d'interprète à Radio-Canada pour la chanson La Samba Saraba. Et il avait 17 ans à l'époque, et puis il avait gagné une semaine, tout frais inclus, en Martinique. Et puis, toute la famille était réunie dans le petit écran en noir et blanc à l'époque. Hein. Mm-hmm. Et puis, quand on a vu, puis c'est ma mère qui avait cousu son costume, qui était très western, qui avait aucun rapport avec la samba, mais bref, je me rappelle encore de la photo et de son habit, et que ses bottillons, ses Santiago, comme dirait Cassonade. Et puis, le pied, son petit tabouret à chanter la samba sarava, mais c'était un gars qui était très, très beau, qui est encore très beau et qui avait une voix absolument magnifique. Donc, on était toujours dans la musique. Mais moi, je me disais, bon, la guitare, je vais jouer de la guitare parce que tout le monde chez nous joue de la guitare. Il y a même mon papa, à l'époque, qui avait construit, c'était tellement important la musique chez nous, qu'il avait construit, de ne pas se faire cacher les oreilles, en fait, par ses ados et les voisins du coin. Donc, il avait construit la cabane à musique. Mm-hmm. Et ça, c'était dans la cour, il y avait une cabane à musique, parce que là, c'était l'époque yéyé avec les amplis, la guitare, la batterie. Donc, il y avait la cabane à musique. Moi, j'avais pas vraiment le droit d'y aller parce que là, on parle d'une époque où j'avais 2-3 ans. Mais lui, ton père, il jouait? Il jouait ton père aussi? Non, mon père adorait chanter, mais il chantait très peu. Mais il avait une très belle voix. Quand il se lançait avec quelques verres de gin à Noël, il y avait, avec un de ses frères, il se mettait à entonner là, des airs, des vieilles chansons françaises, hein, parce que quand on était, je veux dire, aux Îles-de-la-Madeleine, on était plus près de la France, je vais dire, que le reste du Québec, parce que c'est vraiment nos ancêtres directs, mais aussi, comme on a été isolés, on a gardé toutes les vieilles expressions de la France, et puis même quand moi j'étais à Montréal, j'étais partout, les gens, ils se demandaient d'où je venais, parce qu'on n'avait pas vraiment d'accent. C'était pas un accent français, mais c'était pas un accent montréalais non plus. Écoute, je suis très capable de parler du joual. J'ai même fait des chansons en joual, mais t'as pas l'accent général, en canard typique de Montréal. Non, c'est ça, le gros accent montréalais, je l'ai pas. Mais moi, je t'ai entendu à la flûte. Donc, la flûte, tu l'as prise où? À l'école? Comment ça a commencé? La flûte, c'est ça. La flûte, c'est ce qui est arrivé. C'est drôle parce que j'étais avec mon premier copain dans le métro. Et puis, j'ai vu une fille qui avait un boîtier, j'ai reconnu que c'est traversière, elle avait son boîtier. Et puis, j'ai regardé mon copain, puis j'ai dit, si elle en joue, pourquoi j'en jouerais pas? Mm-hmm. Et, de quoi tu parles? Je suis chotée comme de raison. Mais j'ai dit, elle dit quoi, elle? Je te regarde. Je dis, elle joue de la flûte traversière. Elle dit, oui. Bon, si elle en joue, je pourrais en jouer moi aussi. C'est comme ça. T'as quel âge? Je me sentais différente. J'ai 12 ans. 12 ans? 13 ans, ouais. J'ai 12 ans. J'ai 13 ans. Ouais, 13 ans. Et puis là, je fais du gardiennage et puis tout ça. Puis le dernier 50 $, c'est ma mère qui me l'offre pour acheter ma flûte. Puis, est-ce que c'est la même? Non, elle s'appelait Aglaé. Je l'ai eu quand même longtemps, mais c'était pas un bon instrument. C'était un instrument pour démarrer la flûte. Mm-hmm. Et après, j'ai pris des cours chez les Leduc. Et d'ailleurs, je suis toujours resté en contact avec mon enseignant, mon professeur de flûte qui est devenu clown par la suite. Tu as pris des cours chez qui? J'ai pas compris. Ça s'appelait, c'était la famille Leduc. C'était une famille. Puis après... toujours à Montréal. Oui, c'est toujours à Montréal. Puis après, évidemment, Vincent Daidy, tu sais, des gens, mais c'est que moi, j'étais pas assez disciplinée.
pour j'étais pas assez disciplinée, tu sais, pour le classique et tout ça, les pratiques. Puis en même temps, j'étais timide. J'avais un côté timide, donc de pratiquer dans ma chambre la flûte, j'avais l'impression de déranger les autres. Et puis j'avais pas mon espace à moi, puis ça faisait que je jouais pas, tu sais, je pratiquais pas. Par contre, rapidement, dans la même époque, en fait, que je prenais les cours, j'avais un de mes cousins, Madelino, qui venait à Montréal, puis qui a commencé une carrière de musicien à Montréal aux Deux Pierrots. Guy Boudreau, pour ne pas le nommer, et puis lui, il venait souvent cacher chez nous. Et là, on se retrouvait dans les parcs le soir, et puis il jouait, puis je lui disais, est-ce que ça vous dérange si je fais quelques notes? C'est parce que j'aimerais ça apprendre. Et puis il dit, non, au contraire, lui, il m'a beaucoup aidé parce que c'était pas, oh non, la jeune, tu vas nous casser les oreilles. Donc, j'ai suivi ces plus grands-là, puis là, je pouvais tester quelques notes tranquillement, puis écouter beaucoup, j'écoutais beaucoup. Et puis là, de toute façon, nous, on avait une grande culture musicale parce que déjà, depuis toute petite, on avait... C'était Michel Legrand. J'ai grandi avec Michel Legrand. Donc, c'était pas rien, là, parce qu'on avait les albums de Michel Legrand, on avait Claude Léveillé, on avait évidemment Claude Gauthier, tout ça. Mais ça, c'était mon frère Jean-Guy qui était déjà proche, justement, de Gauthier, de ces gens-là, de par ce qu'il faisait. Lui, il était déjà musicien. Donc, c'était la chanson française beaucoup. Et puis, je me pratiquais souvent. Quand j'étais enfant, en fait, déjà à partir de 8 ou 9 ans, je chantais du Frida Boccara au chalet, devant le miroir, puis je pratiquais ma diction. Après ma diction, et puis là, je reprenais Enrico Macias, toutes ces chansons-là, puis aussitôt que je butais sur un mot, je reprenais. J'étais très, très dure envers moi-même. Et puis, à l'égard de moi-même plutôt. Puis, je faisais la même chose au niveau... c'est drôle, je faisais la même chose en parallèle avec... je prenais des textes, puis je les lisais à voix haute, devant le miroir. Puis, je regardais ce que j'avais. J'étais déjà un peu une speedtrice. En tout cas, je rêvais de ça, là. Puis avant ça, vers 4 ans, quand mon père, on faisait tous les devoirs on vivait toute la chambre, mais on était nombreux, là, tu avais une grande cave, puis tous les lits étaient là, puis mon père avait fait un grand bureau où on pouvait s'asseoir 4, d'affilée, là, c'était comme une grande table, et puis on était tous là à faire nos devoirs, puis il y avait une dactylo. Donc moi, toute petite, déjà, je tapais, puis moi, là, je tapais déjà là, des mots et des lettres, et puis j'ai commencé à écrire mon premier roman, j'avais 9 ans. J'étais une boulimique de lecture, j'aimais beaucoup lire. D'ailleurs, quoi? Donc, qu'est-ce que tu lisais, mettons, à 9 ans? Qu'est-ce que tu te rappelles? Évidemment, non, je dis évidemment. C'est pas évidemment parce que comme j'étais une petite fille et que nous, on a eu un chalet dans les Laurentides de Valmorin à partir de... C'est ça, j'avais 4 ans. Donc, c'était déjà la forêt. Puis, mais là, c'est tout le côté autochtone qu'après que j'ai remonté parce que je savais pas pourquoi. Moi, j'avais jamais grimpé dans les arbres. Moi, je grimpais dans les arbres. S'il y avait un arbre, s'il y avait des branches assez suffisamment basse, je grimpais dans l'arbre. C'était mon plaisir de grimper puis le plus haut possible, puis de m'asseoir là, puis de manger une pomme. Ça, c'était le bonheur. Pour moi, c'est synonyme de bonheur. Et donc, qu'est-ce que je lisais? C'était plutôt des petits romans d'aventure, pas des petits romans à l'eau de rose de petits. Les 5, le club des 5, le club des 7, je sais plus trop, c'est ça? Par exemple, ça peut ressembler à ça. J'ai pas de souvenirs précis de livres, mais c'était des petits romans d'aventure. Puis ça se peut, le club des 5, parce que je sais que mon aîné, il y avait une histoire, là, il y avait plusieurs récits, là, puis c'était un groupe d'amis. Oui, il y avait des ça. petites aventures qui se passaient. Donc, ça, je trouve ça captivant. Puis ça me donnait envie. Puis après, j'ai commencé à écrire, je me rappelle, j'avais écrit 5 chapitres d'un premier récit. Puis j'ai dit, écoute, c'est intéressant, mais moi aussi, je peux en écrire des histoires, tu sais, parce que j'avais des amis, parce qu'on allait dans la forêt, puis là, je pouvais imaginer des trucs, tu sais. Et je me rappelle pas trop mais je sais que c'était un truc d'aventure aussi, là. Et puis j'étais toute fière. Le chapitre 1 était tout bien écrit. J'avais une belle calligraphie. J'étais première de classe. Puis, j'aimais beaucoup ça, mais on a déménagé, puis tout ça a pris le bord. On a déménagé où?
On est déménagé, on est déménagé encore à Montréal. On restait à Montréal. C'est ça, on a passé. En fait, mon père, quand justement à mes 9 ans, on est allé aux Îles-de-la-Madeleine, j'étais allée plus tôt aussi, là, parce que mes parents étaient fiers de présenter leurs enfants, là, leurs amis, tout ça. Mais l'année où on est allé à 9 ans, on rêvait, mon frère aîné et moi, de rester là, en fait. On était les 2 derniers de la famille et puis les autres étaient pas mal indépendants, près d'être majeurs, sinon déjà majeurs. Donc, l'idée a plané de se réinstaller aux Îles-de-la-Madeleine. Mais finalement, ma mère avait peur qu'on s'ennuie. Mais on avait passé tout l'été sur les buttes à même aller en tracteur ou pêcher des moules, des coques et tout ça. C'était pour une enfant, moi j'avais grandi, c'était... je me rappelais, le premier air là, qui m'avait vraiment interpellée, c'était Robinson Crusoe. Et c'est probablement ça qui m'a poussé à jouer de la flûte traversière, parce que ça devait être de la flûte traversière, le petit air, la mélodie, puis je voyais Robinson qui était sur son île, et je rêvais de me retrouver. Puis aussi, on nous avait toujours parlé des îles. Les îles, surtout si tu fréquentes que des Madelinos, ça doit faire des conversations qui finissent par tourner en rond un peu, là. Entre les parents, entre les adultes. Là, je connais ça. Moi, je viens d'une famille d'exilés aussi. Fait que c'est quelque chose que je connais. Fait que les îles, c'est toujours le rêve. C'est pour ça que tu as fait ton lancement de livre aux îles. Pour moi, c'est ton choix. C'est primordial. Mais tu as plein de familles. Tu as plein de familles là-bas, j'imagine. J'en ai de moins en moins. C'est plutôt des cousins, des cousines, tout ça. Comme je te dis, moi, je suis une dernière de famille. Donc, évidemment, il y en a beaucoup qui sont décédés, mais ça reste que c'est ma demeure. C'est chez moi. Je me suis jamais sentie montréalaise. D'ailleurs, c'est un peu... je suis de nulle part ou de partout. Aujourd'hui, je peux dire que je suis de la planète. J'ai pas de... évidemment, j'ai une attache particulière aux Laurentides maintenant, parce que mon fils, premièrement, il élève sa famille, mais aussi parce qu'on avait le chalet. Donc, j'ai un ancrage aux îles de la Madeleine, et très, très fort. J'y ai habité aussi. Et j'ai Combien de temps tu as habité aux îles? C'était par période, donc une année ou deux, je revenais, je repartais. J'ai failli même élever mon enfant là-bas parce qu'il a été conçu là-bas. Mais écoute, on va aller vers un autre sujet, puis ça ressemble, parce que les îles, qu'est-ce qui ressemble plus à une île qu'un bateau? Ou, en tout cas, c'est une île qui bouge. Alors, c'est quoi cette idée d'aller faire du bateau-stop? Premièrement, tu es partie de où? Je suis partie du Gros-du-Roi. Donc, dans le sud de la France, en Camargue. Ah, génial. C'est vraiment une belle histoire. De toute manière, depuis toute petite, je savais que j'allais aller en Afrique. Je savais que j'allais aller au Brésil, parce qu'encore là, la musique brésilienne aussi, on en entendait des bribes chez nous. C'est quelque chose qui était viscéral. On dirait que j'ai déjà vécu là-bas. Pour moi, le Brésil, c'est fort comme l'Amérique du Sud. Est-ce que tu en as dans ton répertoire des musiques brésiliennes, là, comme on connaît Jobim, genre Gilberto et compagnie, non? Non, mais j'y songe parfois faire un concert avec des chansons brésiliennes. Par contre, j'ai fait une réinterprétation d'une chanson de George Langford l'année passée que j'ai enregistrée. On n'a pas sorti parce que, George, finalement, il a retiré son accord. Mais bon. De George, j'ai pas compris. George Langford, j'avais demandé, parce que c'est une chanson qui s'appelle La vie est un voyage. Et puis, c'est un texte... moi, j'ai connu cette chanson-là d'abord en poème, parce qu'on avait son recueil de poèmes. George Langford, c'est un grand ami à mon frère Jean-Guy, puis il venait... c'est quelqu'un qui m'a vu grandir, toujours à l'âge de 20, c'est drôle, mais moi, j'ai connu plus à 9 ans, et puis il y avait son recueil de poèmes, puis comme il venait chez nous, je le voyais prendre la guitare, il y avait une voix c'est très impressionnant pour un enfant, une voix grave, beaucoup de charisme. Donc, j'ai plongé dans ses poèmes, j'ai lu ça, j'ai vraiment intégré, si je peux dire. Puis le premier texte de son recueil, c'est Ma vie est un voyage. Et puis c'est la première chanson qu'il a écrite qui était adolescent. Ça fait déjà 50 ans, plus de 50 ans qu'il l'a écrite. Et puis moi, en revenant du Costa Rica il y a 2 ans,
J'allais sortir de l'aéroport, puis comme je suis habituée à des voyages plus longs que 3 semaines, je m'étais dit, je serais bien repartie tout de suite. T'sais. Et là, la mélodie, en fait, cette chanson-là m'est apparue, m'a dit, la vie est un voyage. J'ai dit, ah ben voilà, c'est ça qu'il faut dire aux gens, que la vie est un voyage. Elle est venue te hanter. Que chaque instant de notre vie est un voyage, et puis c'est à nous d'en faire le plus beau voyage, comme dirait Claude Gauthier. Et là, ça change complètement la perspective d'aborder la vie comme un voyage, mais que chaque jour soit un voyage, et non attendre la fin de semaine, ou attendre les 3 semaines de vacances, ou attendre, parce que les gens sont toujours en sursis, et finalement, ils vivent pas réellement. Donc, j'ai fait... Parle-nous de ton aventure, de ton voyage, justement, en bateau. Tu parles... Comment tu prends l'avion jusqu'à Marseille? Comment t'as choisi le Grau-du-Roi? Parce que moi, je suis née dans ce coin-là, fait que je connais. Mais comment tu as choisi ça, ce point de départ-là? C'est vraiment un concours de circonstances. J'étais déjà là, j'avais déjà un visa, je devais passer une année en France. J'avais décidé de passer du temps là-bas. J'avais un copain corse, on s'est laissé. Et puis, je me retrouve à Villefranche-sur-Mer. Et puis, un dimanche matin, c'est souvent là, moi, que je reçois les plus beaux messages. Puis, j'entends, coudonc, t'avais pas une envie de faire de la voile, toi, un jour? Je dis oui. Puis ton fils, il a 25 ans, oui. Il est heureux, oui. Il a une copine, oui. Il a un travail, oui. Qu'est-ce que t'attends? Et là, ça fait, bon Dieu, mais oui, qu'est-ce que j'attends? Et je suis allée sur un site, parce que je me suis dit, il doit y avoir des capitaines qui cherchent des équipiers. Il doit y avoir, ça doit exister. Et puis là, je me suis mis à chercher. Puis je suis tombée sur le site de Vogue avec moi et tout ça. Puis il y avait 3 offres. Et puis finalement, il y a une offre. La personne était disponible. J'ai envoyé une demande. Elle m'a tout de suite répondu. Ça s'est fait très, très, très vite. On a communiqué par Skype. On s'est parlé et il s'en allait au Tuamotu. Et puis, à la fin de la conversation, il dit « Tout est parfait ». Et moi, depuis des mois, je parlais de ma maison comme c'était un gros bateau. Et puis, je disais toujours, tout est parfait. Et je sais pas, ça m'était arrivé comme patois, sans que je me rende compte. Finalement, ça s'est inséré dans ma vie. Puis, je disais, mais tout est parfait, tout est parfait. Puis, au grand désespoir de mon fils, qui trouvait que c'était fatigant de dire tout est parfait. Mais bon, je disais, plus on le dit, plus c'est vrai. Et à la fin de la conversation, le capitaine, il dit, tout est parfait. Et là, j'ai eu l'impression que c'était la clé, finalement, c'était le pacte secret qui se scellait pour dire, ben voilà, c'est avec lui que tu dois partir. Et donc, par un concours de circonstances, 3 semaines après, je me retrouve dans une autre demeure à 20 minutes du bateau. Puis il est venu me chercher là, et puis voilà, c'est comme ça que... Il fallait être un peu écervelé, dans le sens qu'il faut mettre son cerveau de côté, puis juste écouter le cœur. C'était vraiment un appel du cœur. C'est quelle sorte de bateau? C'était un bilou, un superbe bateau. J'en achèterais bien un jour. Un bilou, c'est un bateau qui a 2 quilles. Okay. Qui est très, très, très stable en mer, très, très marin, et en même temps magnifiquement conçu. Belle maison. Mais vous êtes parti du Gros et tu m'as dit ta destination, c'est? Ben, en fait, du Grau-du-Roi, je me suis rendue avec lui, avec ce capitaine-là, jusqu'aux Canaries. Parce que, bon, lui, il imaginait beaucoup plus qu'une coéquipière, finalement. Là, d'ailleurs, je faisais du coup la blague. Quand j'ai fait des conférences un peu par la suite, puis je disais, c'est pas parce que je monte sur ton bateau que ça donne la permission de monter sur moi. Et là, des films. Les hommes se regardent et puis ils sourient entre eux parce que bon, il y a quand même une entente un peu tacite. C'est un peu ça, tu sais, qui est la prémisse. Là. Le service complet. Il y en a qui changer. C'est ça, il y en a qui... Ça. Mais je suis bien ravie justement d'avoir contribué à changer cette... à ma mesure, évidemment, là, parce que ça existe encore, mais de moins en moins, parce qu'il y a un travail qui se fait, là. C'est formidable. Oui, donc, aux Canaries, j'ai changé de navire.
changer de bateau. J'étais toujours sur un 30, du mètre point 5, donc 33 pieds. Puis, par le plus merveilleux des hasards, quand on sait que le hasard n'existe pas, j'ai vu au petit café du port où tout le monde essayait de se trouver un embarquement, finalement. Puis là, on était déjà rendu fin janvier, donc il était déjà tard parce que la plupart des bateaux avaient traversé, la plupart traversent en décembre, tôt en décembre, fin novembre, pour arriver dans les Antilles, célébrer Noël dans les Antilles, finalement. Oui. Mais moi, j'ai dit, bon, ben tant pis, je ne fais pas la traversée avec lui parce que là, il y avait déjà trop de tension. Puis, j'avais pas envie de tension. J'avais envie qu'on se laisse en bon terme. Donc, j'ai dit, bon, OK, je me trouve un autre bateau. Et puis, c'est ça, j'oublie mon ordi, je repasse, je vois une table, ça parle français, je me retourne, je regarde. Ah bon, c'est la première fois que je vous vois, je dis, oui, c'est normal, on est arrivé hier soir. Je dis, OK, vous allez où? Ben, on s'en va en Martinique, là, je sais bien. Puis après, à Martinique, vous allez où? Ben, il dit, je m'en vais, je ramène le bateau chez moi. Ben, lui, le capitaine était français, donc je dis, vous ramenez votre bateau en France? Je dis, pas du tout, j'ai épousé une Québécoise, je l'amène à Valleyfield. Ah, c'est intéressant. À Valleyfield. Donc, ben là, j'ai éclaté de rire, tu sais, parce que après, je savais que je venais de trouver mon embarquement. Mais dis, toi, t'es une kid Kodak, tu prends des photos, t'es une photographe. Ouais, j'ai beaucoup fait de photos. Ça, c'est mon grand regret que j'avais pas un superbe appareil. Mais mon LG, là, que j'ai perdu, qui s'est fait inonder, mais le petit LG, ben, en fait, c'est le téléphone que j'avais acheté neuf pour quand j'ai travaillé un petit peu au Journal de Montréal. J'avais besoin vraiment d'un appareil le meilleur là, pour les photos, puis c'est meilleur qu'Apple avec ça. Donc oui, j'ai fait beaucoup de photos. Puis j'ai partagé ça, c'est que à partir des Canaries, là on a été arrêté là pour des ennuis de moteur assez longtemps. Ce qui m'a permis de retomber en adolescence et puis de chanter avec tous les bateaux stoppeurs du coin. On a célébré, c'était exceptionnel. On a célébré le Nouvel An par un méga couscous et puis on était 12 ou 13 nationalités, dont pas un Américain d'ailleurs. Mais ouais, c'était exceptionnel, ça, comme magie, c'est de voir... un Américain, il n'y avait pas d'Américain, tu dis? Non, il n'y en avait aucun. Ah, comme ça, vous n'avez pas été obligé de parler en anglais? Ah non, ben on parlait, on passait tout le temps du français à l'anglais, à l'espagnol, couramment, sans même s'en rendre compte, en fait. Non, mais c'est vraiment des moments magiques, là. Je le sens. Qu'est-ce que tu me racontes? En terminant, Nathalie, est-ce que tu pourrais me parler un peu de tes projets à venir? Oui, ben là, maintenant, je suis grand-maman. J'ai appris au Brésil parce que j'ai fait 2 traversées. J'en ai fait une autre après ce premier voyage-là qui a duré 9 mois où j'ai accouché de moi-même, en réalité. 3 mois après, je repartais. Cette fois-là, j'ai fait l'Afrique. J'ai trouvé un capitaine. On s'est trouvé un peu. Puis, je suis allée le rejoindre à Marseille. De là, on a pris un vol pour le Sénégal et Dakar. On a fait 6 mois d'Afrique, 6 mois de Brésil, ce qui était pour moi un miracle en soi. Là. Et puis je me disais, mais mon Dieu, qu'est-ce que la vie me réserve après, à moi qui ai mangé déjà mon steak et mes patates, puis qu'il me reste juste à manger mon dessert. Et ben c'était de devenir grand-maman de jumeaux. C'est ça qui m'attendait. Et j'ai appris la nouvelle une fois au Brésil. Et puis donc, depuis, j'ai cessé momentanément les voyages pour naviguer dans un océan d'amour. Et puis, j'ai retrouvé un peu la passion du journalisme. Aux Îles-de-la-Madeleine, je travaille comme journaliste l'été, ce qui est comme de joindre l'utile à l'agréable, de retrouver tous les amis, puis en même temps ma passion, parce que j'adore ce métier-là, sincèrement, j'adore ce métier-là. Mm-hmm. Et puis, je fais de la musique en parallèle. Et là, j'ai un projet d'album pour enfants que je vais faire cet hiver, un petit album des comptines pour enfants. J'ai aussi un conte philosophique qui est en correction, là, que je vais sortir d'ici le printemps. Et j'ai des romans. J'ai au moins 2 romans. Et j'ai beaucoup de boulot, là. Parce que j'ai des essais aussi
ouais, j'ai 2 essais que je veux écrire aussi. En fait, 3 parce que je vais écrire aussi un livre sur le journalisme comme tel et sa fin imminente. Si c'est pas déjà fait. Mais Nathalie, je te remercie beaucoup pour l'entrevue. Écoute, ça donne le goût de lire ton livre parce que je suis sûre qu'il est très bien écrit. Je suis sûre que tu nous proposes un beau voyage. Et puis au-delà de ça, ben écoute, on se reparle parce que avec toi, c'est jamais fini, si je comprends bien. Ah ouais, non, parce qu'il y aura aussi une suite à La fille à bord. Hein. Le premier livre s'appelle La fille à bord. Et puis, évidemment, je vais raconter les aventures, mes aventures africaines parce que c'est tellement magnifique. Et ce sont des gens magnifiques et qui sont méconnus. Et c'est un regard aussi différent parce que, bon, évidemment, en ayant été journaliste, j'aborde aussi les voyages. C'est pas juste on a visité tel endroit et tel endroit, mais j'ai aussi beaucoup de clins d'œil philosophiques et de pensée, un peu de clins d'œil. Je regarde aussi. Des anecdotes, des recherches. Voilà. Ah ben, Ouais. eh bien, c'est très intéressant. Alors, je te remercie beaucoup, Nathalie. À bientôt. Merci. Merci infiniment. Bye. Merci de m'avoir reçu.